tout à l'heure en parlant d'adaptation du bâti, qui est un autre sujet, parce que j'ai oublié de vous dire pour conclure que l'ensemble des chaînes, l'ensemble des groupes est placé sous le titre chapeau expliquer, accélérer, réenchanter, si tant est qu'elles aient été enchantées un jour, les transitions. Voilà. Donc, pour ne plus attendre, je te passe la parole, Brice Pietchadik, avant d'appeler les différents intervenants. Brice, tu es le président fondateur de DENIA, l'agence d'architecture qui emploie 20 architectes 80 pardon, en France et 20 en Inde. Hein, tu es présent un peu partout et tu es garant. Donc pour éviter voilà, que parfois chaque partenaire se contente de faire sa promotion, on a doté tous les groupes d'un garant, euh, un expert, un sachant du sujet, en l'occurrence un architecte de renom, donc Ketchadik. Et puis ensuite, je passerai la parole à Alexandre Labas, directeur de l'atelier parisien d'urbanisme, ancien, que tout le monde connaît, ancien directeur général du pavillon d'Arsenal, qui nous parlera notamment d'une étude récente de la PUR sur le recyclage urbain, la transformation de bureaux en logement, avec ses potentialités et quelque part aussi ses limites. On en parlera. Voilà. Oui, tu as 5 minutes. Merci Jacques. Je vais pas prendre 5 minutes, je pense que je vais être assez court. Alors, j'ai pas l'intention en fait de vous pousser à appliquer le modèle indien sur le modèle français, pour vous rassurer. Je suis très heureux, assez surpris, mais très heureux en fait que vous ayez choisi un architecte pour être garant de promoteurs, d'agents et de bailleurs sociaux. C'est assez inédit. Mais ça permet peut-être d'avoir un regard un petit peu différent et peut-être de repositionner un certain nombre de postures individuelles dans un contexte de concertation. Alors, moi, je suis assez persuadé que le type de démarche que vous avez engagé en créant ces assises est très utile. Il y en a un certain nombre d'autres qui existent. La Fondation Palladio a organisé un certain nombre de choses. Le CNR, en fait, vient de proposer un certain nombre de mesures de méthodisation. Euh, Là, je crois qu'il y a une spécificité à ce que vous avez pensé, c'est que déjà, en fait, on se concentre sur l'Île-de-France, qui concentre la problématique du logement, notamment une grosse partie du logement social en France. Donc, ça semble assez intéressant de faire un focus, en fait, sur ce territoire de densité. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la nature des acteurs que vous avez convoqués. Sont des acteurs qui ont des intérêts assez divers. Et je suis assez persuadé de ce type de disputation peut sortir en fait un livre blanc assez pertinent sur finalement les préconisations ou des mesures assez hautes. Alors l'idée, ça va pas être de faire une liste au Père Noël. On va envoyer un ministre fabriquer le énième rapport qui va engendrer les placards de notre administration, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, quelques petits rappels sur le logement quand même, les plus récents, le rapport Pierre-René-Lemas sur la qualité du logement, le rapport Jérôme Leclerc, même avant, il y a le rapport valeur d'architecture qui parlait notamment de logement. J'en oublie des tonnes, mais généralement, ces rapports, pour moi, avec ces préconisations, ne se sortent pas. Alors pourquoi? Parce que d'une manière générale, ils sont assez corporatistes. C'est souvent, en fait, des rapports qui sont très orientés vers l'innovation et du coup, en fait, ils sont toujours colorés. Et là, ce qui me semble être un des enjeux, et en fait, j'y verrai de mon côté, c'est de faire en sorte que les propositions qui sont faites ne sont pas des propositions colorées, et qui sont des propositions qui sont issues d'une concertation entre acteurs qui, pour autant, ont des intérêts qui divergent. Voilà, ça, je voulais dire un petit peu ça en bulle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais prendre mon rôle dans ce premier groupe de travail qui vise à réfléchir à la transformation des activités en logement. Alors, pourquoi ce thème? Quelques chiffres. Il y a actuellement en Ile-de-France, suivant les chiffres, entre 4,5 et 5 millions de mètres carrés de tertiaires vacants. Pour plein de raisons, il y a la vacance frictionnelle, etc. Mais, donc, ça fait à peu près un potentiel, pour faire simple, d'environ 100 000 logements possibles en Ile-de-France. Parce que les chiffres, quand on regarde à l'échelle du territoire français, les chiffres de la transformation, c'est assez minoritaire par rapport aux besoins de logement. Par contre, quand on regarde à l'échelle des Île-de-France, on s'aperçoit que la transformation d'immeubles vacants en logement, en fait, c'est important. On discutait avec Catherine Ledeuf il y a quelques instants sur le besoin de logements sociaux en Île-de-France qui sont inassouvis ou inaboutis. On parle d'une carence de production d'environ 10, 15 000, tu vas mettre Catherine ici, de 10 à 15 000 logements annuels non construits.
qu'il faudrait construire ou créer. Et là, on voit bien une ressource qui pourrait, en fait, c'est pendant 10 ans, en fait, cette carence de production de logement. Donc, on s'aperçoit qu'on a en Ile-de-France une ressource très importante. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on franchit le pas de grande ampleur. Alexandre, dans quelques instants, on va parler de quelques chiffres sur ce qui s'est passé à l'échelle de la capitale. Et à l'issue de cette première réunion, ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de travailler sur 4 thèmes que réfléchir à cette question. Le premier thème, c'est la question de la désirabilité. C'est comment avoir envie, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des citoyens, donc des élus, puis des opérateurs, de transformer ces opérations. Quelle désirabilité donner au récipiental? Ça, c'est plutôt que passer. C'est mieux qu'acceptabilité, parce que je trouve qu'acceptabilité, on part déjà un peu perdant. On touche à un sujet qui est intimement politique. Et on est dans un système démocratique encore. Et ce qui est très important, c'est que les citoyens aient envie pour qu'ils puissent élire des gens qui ont envie. Donc, c'est le premier sujet, la question politique de la désirabilité du logement et notamment de la transformation des actifs. Le deuxième sujet, il va couvrir la question de la faisabilité de la transformation. Quels sont les gros verrous de la transformation qui bloquent cette transformation d'actifs tertiaires en logement? Le troisième sujet, parce que là, on est en train de viser une échéance finalement assez proche. On s'inscrit dans la planification environnementale de l'État et dans la planification environnementale de la région, avec des échéances 2030-2050. Je rappelle, sont division par 2 des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité à 2050. Et donc ça, ce sont des éléments à planifier qui sont quand même très importants à avoir en tête. Et on s'interroge sur ce qui va se passer également après. Et donc, on aura un troisième thème de réflexion qui est sur la réversibilité de ce qu'on construit de neuf. Au-delà de ce qu'on va faire sur le bâti existant, aujourd'hui, il faut anticiper l'agilité, la capacité de se transformer du parc qu'on va construire dans les prochaines années. Voilà, donc, troisième sujet. Et enfin, le quatrième sujet de travail portera sur la question de la vacance et de comprendre d'où elle vient et s'il existe des sujets qui permettraient de résorber la vacance et là encore de combler le déficit de production de logements en Ile-de-France. Tout à fait. Merci beaucoup. Tu as parlé de la mobilisation du foncier en creux. Il est en creux parce qu'en fait, sur les obstacles à la transformation, en fait, il y a la question de la mobilisation des fonciers. Merci infiniment, en tout cas. Merci. Et Alexandre, à toi. Je te laisse te mettre occupé de cette partie que tu préfères. Bonjour, merci de la présentation. Merci Brice. Je ne vais pas répondre parce que vraiment être de palette. L'étude qu'on a fait avec les parisiens d'urbanisme qui étaient présentés au MIPIM présente l'évolution de la transformation de bureaux et locaux d'activité en logement. Et vous pouvez la télécharger sur le site de l'atelier parisien d'urbanisme. Vous posez ce matin 3 questions. Comment lever les obstacles pour le recyclage urbain? Le manque récurrent de logements en Ile-de-France est une fatalité. Et comment lever les principaux obstacles pour industrialiser la transformation des activités obsolètes en logement? Vous l'avez dit, et Brice l'a répété, le sujet de la transformation de bureaux en logement revient à chaque période de crise du marché immobilier tertiaire et à chaque grand changement de société. Donc c'est vraiment une espèce de serpent de mer qui revient. La crise du logement, elle, semble être endémique, puisqu'elle reste très présente en Ile-de-France et elle devrait continuer malgré des perspectives de population ralentie jusqu'en 2050, puisque la population va continuer d'augmenter en Ile-de-France, pour atteindre a priori en 2050 12 739 000 habitants contre 13 500 000 habitants dans les projections de 2017. Vous voyez qu'on a un tout petit peu perdu des nouvelles projections qui viennent d'être publiées par l'INSEE. À l'atelier parisien d'urbanisme, donc je l'ai dit, nous étudions les mutations de bureaux en logement depuis une dizaine d'années. Ce qu'on constate de façon assez frappante, c'est qu'en fait, c'est relativement stable. Il n'y a pas d'évolution marquante. Entre 2013 et 2022, c'est plutôt un mouvement de fond. Paris réalisant 39% des transformations métropolitaines de surface de locaux d'activité en logement, soit environ 9 400 logements créés, contre 3 700 dans la métropole du Grand Paris. Ça représente aussi 46% des transformations de surface de bureaux en logement entre 2013 et 2022, soit 4 688 logements.
Je peux me rapprocher des micros, pardon. C'est-à-dire que je change de lunettes par contre. À Paris, la transformation des locaux d'activité en logement présente près d'un quart. Ah, ils sont pas branchés. Ouais. Je l'ai dit, ces chiffres ne sont pas très importants, mais ils sont quand même très impactants pour la ville, puisqu'à Paris, la transformation de locaux d'activité en logement représente un quart de la production totale de logements neufs réalisés depuis 2013. L'ensemble des opérations impacte par contre très peu, et vous savez, le stock de bureaux de 21 millions de mètres carrés, puisque c'est moins de 1,5% du stock. En fait, on a un gros impact sur le logement et un très faible impact sur les bureaux. Sur la même période, d'ailleurs, le parc tertiaire a augmenté de 300 000 mètres carrés. Si on regarde les 25 plus grosses opérations parisiennes, celles donc de plus de 2700 mètres carrés, sachant que 80% des opérations de transformation représentent des opérations qui font moins de 300 mètres carrés. Sur les grosses opérations, 16 ont été réalisées sur des propriétés publiques. Ça représente 70% donc des opérations transformées et 60% portées par des opérateurs privés. Donc là, il y a peut-être une marge d'opération assez importante. Et en effet, je pense que les conditions sont réunies pour massifier la mutation du logement pour 5 raisons. La première, c'est qu'il y a une volonté politique forte qui se traduit notamment dans l'encadrement des cessions de fonciers publics ou privés, comme je viens de le dire. Comme le montre aussi dans les réinventés Paris, qui ont convoqué, par exemple, des actifs privés pour transformer le logement. Donc, et comme le montrera, et vous le savez, le futur PLU climatique, Michel en parlait, il y a un nombre d'emplacements réservés pour la transformation assez conséquent. Il y a un deuxième facteur qui va permettre de massifier cette transformation, c'est le changement des réglementations. Deux, la mise en application en 2022 du décret tertiaire qui rend obligatoire la branche travaux de rénovation énergétique dans le bâti existant et qui devrait donc encourager des opérations en poussant certains propriétaires à mettre sur le marché leur pratique transformée. Depuis le 1er janvier 2023, pardon, le suivi de la loi climat et résilience de 2021 avec l'étude d'un potentiel de changement de destination obligatoire. Le troisième point qui devrait permettre de massifier, c'est l'optimisation des surfaces de bureaux. Je l'ai dit, en fait, on a vu une transformation à Paris assez importante, notamment dans le QCA, du parc tertiaire, avec un gros impact sur le logement, mais avec un très faible impact sur le parc bureau. Et en fait, la surface de bureau a augmenté de moins de 2% sur la période 2013-2022, alors que l'emploi a augmenté de 5,2% et de 10,4% dans le QCA. Donc on voit une optimisation finalement de la surface tertiaire qui devrait permettre d'aller vers la transformation de bureaux en logement. Le quatrième point, c'est évidemment le retournement de certains marchés en faveur du logement, notamment dans plusieurs communes du Grand Paris, pas à Paris, mais dans plusieurs communes du Grand Paris. Et puis le dernier point, c'est qu'on va devoir créer une nouvelle offre de logement, certainement. Ça revient à la question de la population, des logements pour les jeunes actifs, donc dans le parc privé, qui sont aujourd'hui largement déficitaires, parce qu'on a beaucoup parlé d'un solde migratoire déficitaire, avec 220 000 partants de l'Île-de-France pour 140 000 entrants. Ce n'est pas les 220 000 partants qui sont inquiétants, c'est récurrent dans l'histoire de la métropole. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est les 140 000 entrants, c'est-à-dire le perte de leur activité de la métropole, et notamment dû à la difficulté de se loger, dont la nécessité de créer plus de logements dans le parc de bureaux. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut le même d'après. Mais clairement, la concision. Donc, j'appelle à ce stade les différents intervenants de la première table ronde. Brice, tu restes avec nous. Pierre Bibet, vous êtes délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers. Anne-Catherine Le Deuf, on vous a cité, vous dirigez l'AORIF, qui représente les bailleurs sociaux franciliens. Olivier Principal, vous êtes notre hôte et vous présidez la FNAIM Grand Paris. Michel Ronet, vous êtes notaire associé Chevreux. Et Alexandre Lady, vous êtes conseiller de la ville de Paris, notamment pour le PLU, qui nous intéresse tant et qu'on connaît désormais à peu près depuis quelques jours. Et enfin, Pierre Boudinot, vous êtes directrice générale de la RATP Habitat. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour que tout le monde sache que les choses sont parfaitement organisées, ce qui est un bon point. Donc, deux temps dans cette première table ronde. Un premier temps, comme je le disais, si vous le voulez bien, chers amis, qui va consister à ce que chacun, avec la plus grande liberté, nous dise tout ce qu'il a envie de nous dire sur les deux sujets connexes
qui sont l'accroissement, donc la production de logements, notamment sociaux, mais pas seulement. Hein. Pierre, vous nous direz à quel point vous estimez qu'il ne faut pas finalement serrer dès le départ les sujets, puisque le logement social découle d'une certaine façon du logement tout court. Vous nous expliquerez ça. Et puis, deuxième sujet, les obstacles au recyclage urbain. Mais Brice a très bien, mieux que moi, décrit ces différents sujets. Et puis, deuxième temps de cette table ronde où je vais gendarmer le temps avec beaucoup non pas d'agressivité, mais de vigilance, euh, d'essayer dès à présent d'esquisser, si ce n'est des pistes de proposition, de déverrouillage, mais au moins de circonscrire les questions auxquelles on va essayer de répondre et auxquelles on répondra le 14 novembre prochain par les propositions. Bon, écoute, Pierre, tu es le premier sur ma liste, donc si tu veux, comme ça, c'est simple pour moi. Et en préparant ce sujet, donc, Brice le disait, il y a des intérêts divergents hein, parfois, et puis il y a aussi des zones de consensus. Donc, toi, tu insistais à l'occasion de notre préparation sur le fait qu'effectivement, il te semblait qu'il fallait aborder cette question du logement de façon assez globale. Merci Jacques. Oui, alors merci pour l'invitation, merci de provoquer ce exercice. Oui, de façon globale, parce que on est aujourd'hui, on a deux crises hein, du logement, enfin deux difficultés, parce qu'on ne peut pas forcément parler de crise en tant que telle, mais ce mot est un peu galvaudé. On a deux difficultés que tout le monde connaît. On a une crise de l'offre qui dure depuis maintenant plus de 3 ans et demi, une crise de la production, pardon, et puis là, depuis 1 an à peu près, on a une crise de la demande. Hein, chacun d'entre nous peut difficilement aujourd'hui obtenir un prêt pour acheter un logement. Et donc inévitablement, on est dans une situation où les difficultés sont présentes depuis longtemps et surtout, elles sont profondes et elles vont encore durer. Chez nous, chez les promoteurs, on estime que la crise va encore durer minimum 2 ans, 3 ans, voire si ce n'est plus sur certains, pour certains. Donc, pareil, les causes, on les connaît, hein, je vais pas revenir dessus. Mais le logement en tant que tel, de façon globale, je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour peut-être, parce que j'introduis entre guillemets les prises de parole, c'est que le logement, c'est en France 88 milliards de recettes fiscales. Certes, on réinjecte, l'État réinjecte pour faire du bien au logement 38 milliards d'euros d'aide, d'accompagnement, etc. Mais il n'empêche qu'on est à plus 50 milliards de recettes fiscales pour l'État. Et donc, c'est quand même un secteur qui joue un rôle essentiel dans l'économie française, mais après, c'est 10% du PIB, c'est 9% des emplois, en Ile-de-France, c'est 48% du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment, hein, c'est la FFB qui le dit, c'est pas moi, le logement, la construction de logements. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, le problème, le sujet, il est global, il est à prendre de manière systémique et il faut faire attention et être assez vigilant à tout de suite entrer dans un potentiel combat. Oui, mais il faut un peu plus de logement social. Oui, mais il faut un peu plus de logement intermédiaire. Ah oui, mais le libre, du coup, qu'est-ce qu'on en fait, etc. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas, le combat, c'est le logement. C'est pas savoir le logement social, et inévitablement, il en faut. Nous, on le sait, on en produit. Je veux dire, Anne-Catherine pourra le rappeler, mais entre 30 et 40% de la production de logements sociaux est faite par les promoteurs, et pas n'importe comment. Hein. Pareil, pas de fantasme, il y a des cahiers des charges, il y a des relations avec les bailleurs, entre promoteurs et bailleurs, ça se passe. Je veux dire, il y a des discussions. Donc, en fait, il faut aussi éviter d'entrer dans des discussions comme celle-ci. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le logement en France, c'est, pour le dire de manière un peu rurale, c'est une vache à lait fiscale. Pour le dire de manière un peu plus urbaine, ça rapporte un pognon de dingue. Donc, honnêtement, c'est déjà un fait. Et il faut le prendre en considération. Ne pas s'en occuper, avoir un pouvoir législatif ou même un pouvoir, comment dire, tout simplement le gouvernement, ne pas s'en occuper, c'est déjà quand même mettre un peu en difficulté l'économie. Et pour être un tout petit peu plus humain quand même dans mon propos, le logement, c'est un tiers de nos dépenses, à nous tous, chaque mois. Donc c'est pas rien quand même dans notre budget. Et c'est aussi le reflet de la société. Depuis que l'homme existe sur cette terre,
le logement, il avait d'autres formes il y a maintenant plusieurs milliers d'années, mais le logement, c'est le reflet de ce que nous sommes et de ce que la société fait et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, eh ben, on est dans une société qui évolue tout le temps. On est étudiant, on est en formation, on est célibataire, on est marié, on a des enfants, plusieurs, ou alors on divorce, on redevient seul, puis on recompose nos familles. En fait, le logement, il évolue tout le temps. Et donc, inévitablement, il faut aussi que tout s'adapte au XXIe siècle, et j'y reviendrai peut-être après sur les documents. On entend parfois dire que Emmanuel Macron lui-même se désintéresse de la question. C'est ce que vous sous-entendiez? Je ne sais pas s'il se désintéresse de la question, je ne le connais pas, donc j'ai jamais discuté de ça avec lui. Mais ouais, je vois à peu près. Mais en tout cas, c'est vrai que le logement, c'est pas uniquement une rente, uniquement une dépense. Ça l'est inévitablement. Enfin, surtout dans un contexte aujourd'hui où on promulgue une réforme des retraites, où en gros, euh, pour moi, qui ai 34 ans, c'est assez compliqué de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire à 68 ans, je ne peux pas travailler, 69 ans, 70 ans même. Et donc, comment je vais faire pour m'accompagner financièrement jusqu'à cet âge-là? Ou du moins, est-ce que je vais pouvoir un peu vivre un peu mieux à partir de 60 ans, un peu comme nous tous commence un peu à penser à la vie un peu plus libre. Eh bien, inévitablement, si je suis en capacité d'investir, bah, j'ai envie d'acheter un logement. J'ai envie d'investir dans le temps du locatif et m'apporter des revenus à plus long terme. Et donc, c'est un accompagnement aussi dans cette réforme des retraites, finalement, un petit peu le logement et l'investissement. Très bien. Donc, c'est vrai que même le sujet fiscal, on dégratine un petit peu le Pinel, qui n'existe plus, hein, finalement, avec le Pinel plus contraignant. Et donc, inévitablement, je ne sais pas où est la ligne en faveur du logement en France aujourd'hui, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Peut-être on reparlera du Pinel et de sa quasi-disparition. L'idée principale, quand on est à la tête de la FNAIM, comment on regarde ces deux questions, comment accroître la production du logement et comment lever les obstacles au recyclage urbain. Je crois que vous vous inquiétez de l'inflation normative, hein. Je pense que vous faites allusion notamment aux normes environnementales en disant attention quand même aux conséquences plus ou moins indirectes de bonnes intentions qui peuvent conduire à des choses plus ou moins inquiétantes. Expliquez-nous un petit peu comment vous regardez. Vous avez un poste d'observation tout à fait singulier. Je vous remercie. Déjà, je suis très heureux de vous accueillir tous dans cette maison d'immobilier. Alors, moi, je partage beaucoup de choses avec Pierre, parce que construire du logement, le gérer, je vous rappelle que les professionnels de l'immobilier, c'est 92% de la gestion de la copropriété en France, c'est 70% des opérations de transaction immobilière, et quasiment la moitié de la gestion locative. Donc, on représente nous sommes des acteurs de premier plan pour accompagner les Français dans leur parcours de vie et leur parcours patrimonial. Alors, nous, on est très inquiets. Tu parlais de la ligne gouvernementale. Moi, je ne sais pas s'il y en a une. Je ne sais pas s'il y en a une parce qu'en ce moment, l'inflation législative et normative, elle ne fait que contraindre les propriétaires de logements jusqu'à les désintéresser de continuer à investir ou à continuer à garder du patrimoine. J'en suis très inquiet parce que, après la loi climat et résilience, pour lequel nous sommes tous d'accord que cela constitue un enjeu formidable économique et de préservation de notre planète, rénover les logements, on en a besoin pour maîtriser notre énergie, c'est évident. La loi climat et résilience, qui sort, je vous le rappelle, en juillet 2021, sans étude d'impact, qui commence à frapper d'interdiction d'habiter un certain nombre de logements depuis le 1er janvier 2023, tout en sachant qu'on n'a pas les financements, les systèmes de subvention adaptés, les équipes pour rénover les logements, c'est un vrai problème. Donc, on empêche l'accès au logement aujourd'hui. Et j'étais encore, en tant que membre du Conseil national de l'habitat la semaine dernière, à refuser, tout du moins à exprimer un avis défavorable sur le décret qui va impacter les modifications sur la naissance, parce qu'on confirme ce dogmatisme qui a été mis en place, qui est de interdire l'accès au logement, puisqu'on considérera qu'ils sont plus dans les règles de naissance. On a 2 tiers des logements franciliens, 2 tiers des logements franciliens qui vont être frappés d'interdiction d'habiter dans les 10 ans qui viennent, de 2000 maintenant, en 2023 à 2034, c'est les 2 tiers. Expliquons, oui, les 2 tiers. En fait, si vous regardez la performance énergétique des logements qui sont frappés d'indécence, c'est-à-dire les logements classés E, F, G, c'est les 2 tiers de logements fonciers. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut,
Mais aujourd'hui, vu l'avancement des chantiers de rénovation et quand on voit sur quoi portent les rénovations globales, je ne sais pas comment on va faire pour rénover les deux tiers de logements. Donc, ce qui me pose problème en réalité, c'est que, et j'ai fait un petit parallèle tout à l'heure, on prenait un café, au moment du café, je fais un parallèle avec l'époque Covid. En ce moment, on a une augmentation des taux d'intérêt. On a un arrêt brutal de la production de logements neufs et donc de l'acquisition. On a un arrêt brutal, du moins une grande réduction du marché de la transaction immobilière. L'offre locative terminée. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on parle de vacances, on parle d'accès au logement, les locataires ne bougent plus, il n'y a plus de renouvellement et on a des gens qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France. Et je fais un parallèle avec le Covid, parce qu'à l'époque Covid, on s'est retrouvé avec des collectivités locales qui ne touchaient plus de revenus parce qu'il n'y avait plus de transactions immobilières qui étaient enregistrées. Et quand il n'y a plus de revenus, comment on fait pour payer les fonctionnaires publics, les dépenses de fonctionnement, etc. Si on a un marché du neuf à l'arrêt, un marché de l'ancien qui ne fonctionne pas, et qu'on bloque tout, je vous dis tout de suite, attendons-nous à cette bombe sociale dont on parlait, bombe sociale pour les propriétaires et les locataires, mais aussi pour les collectivités locales. Attention à l'empilement normatif. On reparlera de fiscalité locale avec Maître René notamment. Jacques-Alain Bénisty, vous partagez totalement ces inquiétudes. Hein. Vous disiez en préparant cette matinée que 4 opérations sur 5 dans les villes ne verront pas le jour. Faute d'accès au financement, c'est colossal également. Expliquez-nous, monsieur le maire. Ben, écoutez, moi je pense que c'est la réalité, je dirais, du terrain. Nous les maires, on vit la réalité du terrain aujourd'hui. Moi j'ai un petit espoir quand même, parce que les Déclin, qui est nouveau ministre du logement, était maire. C'est un gros avantage pour nous, enfin, pour l'ensemble, et également de la profession, parce que lui, il connaît réellement les problématiques que les maires ont aujourd'hui, effectivement, pour les problèmes de logement. Moi, dans ma commune de Villiers-sur-Marne, j'ai 1700 demandeurs de logement. 87%, c'est au logement local social. 87%. 7% en intermédiaire et le restant éventuellement l'accession. C'est pour ça qu'on a trouvé un peu une parade avec le système anglo-saxon qui est le BRS, l'accession sociale à la propriété. Vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, où en fin de compte, on permet à des jeunes couples qui payent un loyer, donc qui jettent l'argent par la fenêtre tous les jours au lieu d'investir, on leur permet de dire cet argent pour la même somme, vous allez pouvoir vous constituer donc un patrimoine. Donc, puisque à chaque fois qu'ils verseront un chèque, enfin qu'ils vireront la somme sur le compte bancaire, donc à leur crédit, eh bien, ils bûcheront les murs chaque mois en disant je constitue véritablement mon patrimoine. Ils achètent 30 à 40% moins cher, donc, et évidemment, ils ne seront pas propriétaires du foncier. On a eu énormément de mal à convaincre les banques. Maintenant, elles ont été convaincues. Sauf que maintenant, les banquiers ferment les robinets et ne prêtent plus à ceux qui veulent acheter. Donc, évidemment, non seulement ils ne prêtent plus à ceux qui veulent acheter, mais deuxièmement, ils ne prêtent plus aux opérateurs. Ils attendent que les opérateurs, les promoteurs, aient 50% déjà de prévente avant de débourser le premier euro dans l'opération. Donc, on est rentré malheureusement dans une situation, et c'est vrai que, à mon avis, le pouvoir aujourd'hui n'a pas pris conscience de cela, mais c'est une véritable catastrophe. Alors nous, à la métropole, avec toutes les opérations dont je m'occupe d'avant pour la métropole, on essaie de trouver des solutions. On est facilitateur à l'égard de bon nombre de maires. Je passe mon temps à rencontrer mes collègues pour essayer de trouver des solutions, évidemment, pour leur permettre, évidemment, de construire des logements. Ça devient de plus en plus difficile. Et puis, il y a, à un moment donné, ce que personne ne parle aujourd'hui, c'est-à-dire que le pouvoir avait eu, à un moment donné, une très bonne idée. C'est rare aujourd'hui, mais il faut avouer qu'il a trouvé une très bonne idée en disant on va favoriser les maires bâtisseurs. On va les récompenser. Puisqu'en fin de compte, un maire bâtisseur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je construis actuellement, sur une ville de 30 000 habitants, 450 logements par an. Alors que la loi SRU m'impose
160 logements. Donc, j'en consomme 3 fois plus aujourd'hui. Donc, pour permettre justement, donc j'ai une politique, je construis sur mes grands axes, je protège mes quartiers pavillonnaires, ma population est ravie, parce que dans les grands axes, c'est du bâti complètement vieillissant, laid, j'enlève toutes les verrues. Bon, donc je bénéficie en fin de compte de cela pour pouvoir enlever toutes ces verrues et construire de très beaux logements. Mais aujourd'hui, on nous avait dit, eh bien, on vous donnera effectivement une somme importante donc pour vous permettre. En 2021, on a touché 700 000 euros, pas rien. En 2022, 800 000 euros. Et là, quand on appelle, on dit mais combien on va toucher aujourd'hui? Ah, écoutez, on n'a pas encore la réponse, on vous donnera la réponse en décembre. Voilà. Donc, c'est une vraie problématique pour nous. En tout cas, nous, à la métropole, on aide et on continue à aider. Et je dirais que Olivier Klein, qui était un maire, qui était mon voisin à la métropole, etc., avec lequel j'ai beaucoup travaillé, lui connaît très bien exactement toutes les problématiques dont je viens de parler. C'est un avantage. Le jour où on fera confiance au maire pour gouverner un pays, je pense que ça ira mieux. Parfait. Bon, absolument. Maître René, pour vous, là, il y a deux sujets. Hein, donc, Brice en parlait tout à l'heure, ce qu'il appelle la désirabilité, nous on appelle ça l'acceptabilité, mais on parle de la même chose. Et puis le financement. Vous disiez aussi qu'il y a ce problème de financement, notamment de l'exploitation des équipements publics, hein, pas seulement de l'investissement qui n'est pas prévu. Et puis peut-être, moi je le disais, vous êtes Conseil de Paris sur ce PLU bioclimatique qu'Alexandre Labasse évoquait comme étant un vecteur, parce qu'il prévoit une réserve, donc un vecteur de recyclage urbain. En 5 minutes, dites-nous tout ça, s'il vous plaît. D'accord. C'est beaucoup de choses. Alors, en fait, j'ai choisi de parler de deux sujets, sachant que, en fait, sur la question du logement, il y en a, en fait, pléthore dans tous les sens, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, une multitude de rapports, de propositions diverses et variées. Il y a celle du CNR, là, récemment, plus celle du notaire qui sont intervenus en même temps. Donc, on va dire la question du logement est une sorte de gouffre infini de questions à se poser. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de rationalisation, de synthèse et une vraie nécessité d'un débat complet et long sur la matière, notamment sur les sujets juridiques. Alors, sur la question du thème de la désirabilité, parce que finalement c'est un terme plus joli que acceptabilité, je pense que la désirabilité, elle se pose en amont et en aval. Et en amont, ce que je pense, c'est que en fait, construire de nouveaux projets, et notamment de nouveaux projets dans les villes, puisqu'on va plus densifier. C'est certes, on va transformer, mais aussi on va continuer à densifier des dents creuses, on va surélever, on va construire sur des friches. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on a un vrai sujet pour faire en sorte que ces projets soient acceptés notamment par les riverains. Alors, on va dire que les dernières années qui nous ont occupés, on a beaucoup travaillé sur les questions de concertation, participation, co-construction avec le public. Et je pense qu'aujourd'hui émerge une autre idée qui est intéressante et qui, pour moi, est une idée qui a été intégrée dans le cadre du PLU de Paris, finalement qui est, dans le cadre du débat qui est le nôtre, peut-être plus enthousiasmante que la question des réserves en tant que telle. C'est la question des externalités positives. C'est-à-dire l'idée que, en fait, aujourd'hui, quand on construit, quand on densifie, quand on surélève un bien, eh bien, le projet qu'on fait doit pas uniquement apporter au propriétaire qui réalise son projet, mais il doit apporter aux voisins, à l'îlot, au quartier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un projet aujourd'hui va pouvoir ou pourrait permettre de traiter la question de la rénovation énergétique et notamment peut-être son financement. C'est-à-dire que quand vous surélevez un bien ou quand vous construisez, ben, en fait, au lieu de réfléchir tout seul à ces problèmes de traitement énergétique, pourquoi pas les réfléchir de manière plus globale. Notamment, idem en ce qui concerne les questions de végétalisation. On voit bien que la question du rafraîchissement des îlots est quelque chose de fondamental. Ben,
pourquoi ne pas intégrer aussi ces sujets dans le cadre de la réalisation d'un projet. Donc ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Le PMU de Paris, avec les externalités, intègre cette question. Alors, il a été limité dans ce que le droit autorise aujourd'hui, mais on voit bien que sortir de la pure propriété, sortir de l'unité foncière est un sujet qui est, à mon sens, totalement fondamental et qui a des grands enjeux de l'acceptabilité des projets. Alors, pour tenir le délai de 5 minutes, pour moi, il y a un sujet d'acceptabilité des projets aussi en aval. Et là, c'est plus quelque chose qui concerne finalement les élus, parce que pour accompagner beaucoup de projets immobiliers et aller beaucoup en mairie, discuter avec les élus de ces questions, en fait, ce qu'on constate, c'est que peut-être quand les maires, quand on dit les maires bloquent les permis, sont pas d'accord, ils veulent pas faire de logement, je pense que le sujet est beaucoup plus compliqué que ça et que en fait, quand on fait du logement aujourd'hui sur un territoire, eh bien ça a des impacts et c'est quelque chose qui nécessite de prendre des responsabilités, notamment en termes de services publics, c'est-à-dire que en fait faire du logement, c'est accueillir des enfants, c'est éventuellement accueillir des populations plus fragiles, etc. Et tout ça, ça ne se règle pas et ça ne se finance pas avec la fiscalité de l'urbanisme actuel. Et la suppression de la taxe d'habitation n'a pas arrangé le sujet. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu sur comment eh bien, on traite cette question du service public qui doit nécessairement accompagner l'arrivée de logement sur un territoire. Très bien, on en parlera tout à l'heure, puisque le fait d'éclairer la décision municipale, notamment en essayant d'évaluer en amont les coûts générés par la construction de logements, figure parmi les propositions qu'on a déjà travaillées. Anne-Claire, Claire Coudineau, pardon, vous me disiez, vous dirigez donc la RATP Habitat et vous aussi, si j'ose dire, vous êtes confronté monsieur Principal en parlait, à des injonctions contradictoires. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur la difficulté aujourd'hui de produire du logement social. Et pourtant, Dieu sait qu'il est important d'accueillir notamment ceux qui conduisent les métros, ceux qui ouvrent les lignes de bus le matin. Et on sait tous que la qualité d'une ville, la qualité d'un quartier, eh bien, dépend des habitants que l'on accueille et que la mixité est très importante. Alors, dans le groupe RATP, on a une particularité, c'est que il est vrai qu'on est très novateur sur la question de la densification et sur celle également de la transformation d'équipements en logement. Parce que depuis toujours, eh bien, nous accompagnons notre politique de rénovation de nos sites industriels en les maintenant en cœur de ville et en les rendant plus intégrés à la ville, donc en construisant de la ville sur la ville. Et Dieu sait que nous y mettons une grande énergie, qui d'ailleurs se traduit par des belles réussites, puisque je vous donne quelques exemples, mais là on a aujourd'hui livré 104 logements au-dessus d'un atelier de maintenance du métro, lequel atelier était en fonctionnement pendant que l'on a réalisé les travaux de construction, ou bien on a livré récemment une résidence pour les jeunes actifs au-dessus de la nouvelle station de métro Barbara, à Montrouge. Voilà. Donc la superposition, nous le faisons tous les jours. Et il s'avère qu'on est confronté à des conflits de normes qui rendent les choses extrêmement difficiles. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est qu'on nous dit aujourd'hui, écoutez, il faut construire en biosource pour lutter contre la carbonisation. Donc très bien, on construit en bois, sauf que lorsque vous livrez des logements en bois au-dessus d'un ICPE ou bien d'un établissement qui reçoit du public, eh bien les pompiers vous disent on ne vous délivrera pas d'autorisation parce que le bois est trop dangereux du point de vue de l'incendie. Et la réponse des pompiers ne sera pas la même si vous construisez à Paris ou si vous construisez à Nanterre, parce qu'en fait, il n'existe pas une norme réglementaire, il existe juste une doctrine. Voilà. Donc, vous voyez, j'illustre une deuxième chose, c'est que la transformation de bureaux en logement, donc pareil, nous avons réalisé plusieurs programmes, donc dont notamment un très emblématique, Place d'Italie. On a transformé d'anciens bureaux de la RATP en 52 magnifiques logements.
Mais quand vous transformez des bureaux en logements, eh bien, vous avez un existant. Vous avez des trams, vous avez des endroits où l'eau est distribuée, ou voilà. Et donc, forcément, ça conduit à la typologie de vos logements de demain. Vous ne pourrez pas forcément avoir autant de 4 pièces, de 5 pièces et de 3 pièces que si vous construisiez sur du neuf. Eh bien, là, vous avez des services d'instruction qui vous disent que c'est pas conforme au PLH et que donc vous n'obtiendrez pas vos financements. Voilà, ce sont deux exemples très simples et très précis pour vous dire à quel point, en effet, parfois, malgré beaucoup d'énergie et de bonne volonté, eh bien, il est difficile de poursuivre une mission pourtant ô combien, je pense, d'intérêt général, hein, qui est celle de loger des agents publics. Très bien, merci infiniment. Il nous reste 15 minutes. Alors on va grignoter un petit peu, mais on va accélérer parce qu'il y aura la synthèse de Brice pour la première partie, puis on essaiera d'esquisser des propositions. Anne-Catherine Leneuf, sans doute allez-vous nous parler de ces réalités pour le logement social. Peut-être très contente du PLU de Paris, puisqu'il y a ce pastillage qui, là, pour vous, c'est une aubaine, non? C'est un Eldorado. Alors, je pense que ce qui a été présenté tout à l'heure autour de l'exemple des transformations de bureaux en logement à Paris reflète assez bien la difficulté, je pense, de l'Île-de-France. Moi, j'ai aussi directement à ce que vous venez d'indiquer, hein, qui est l'effet du volontarisme politique, ou le non-effet du volontarisme politique dans un contexte où je pense qu'une des grandes difficultés de l'Île-de-France, c'est que personne n'est responsable de la crise du logement. C'est un problème francilien, c'est un problème métropolitain. Et aujourd'hui, la réalité de la gouvernance de l'Île-de-France, c'est une gouvernance communale. Alors, j'ai pas, voilà, je suis pas là pour être dans la polémique de la réalité de la gouvernance, hein, simplement, je pense que c'est, enfin, la démonstration de Paris avec à la fois le poids représenté par la transformation de bureaux en logements, c'est un tiers des transformations de l'Île-de-France, donc c'est considérable. Et Vous aimeriez une autorité supérieure, métropolitaine ou régionale? C'est ce que vous sous-entendez? Alors, on a un représentant de la métropole du Grand Paris qui est très attendu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les sujets métropolitains sont en panne sur la question du logement. Tout est suspendu à l'attente du PNHH. Et les EPT hein, de la métropole aujourd'hui n'ont plus de documents guides, ils n'ont plus de PLH opérant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit complètement à vue sur la question du logement. Tout ça, c'est un sujet systémique. Ça peut être rapidement résolu, vous me direz peut-être, monsieur. Voilà, le PNHH est remis sur le métier, mais évidemment, c'est une illustration. Je trouve qu'une des difficultés qu'a l'Île-de-France, c'est le fait que personne n'est responsable de la crise du logement, parce qu'effectivement, chaque maire dans sa commune, et ça a été indiqué tout à l'heure de manière très évidente, réalise à son échelle les besoins et l'accompagnement des besoins en logement, mais à l'échelle métropolitaine ou régionale, aujourd'hui, on n'a pas d'autorité organisatrice et c'est extrêmement problématique dans les difficultés qu'on rencontre. Vous vouliez pointer aussi un problème de typologie, je pense, du logement social. On ne sait pas assez de logements très sociaux, c'est ça que vous défendez? Non, par rapport à ce qu'a indiqué tout à l'heure Pierre, évidemment, on a un besoin de production tout court en Île-de-France. On a besoin de produire 70 000 logements par an. Ça a été rappelé, sanctuarisé dans le SDRIF et ça va l'être dans la SRHH. Donc, je pense que là-dessus, sur la question des besoins, tout le monde est aligné. Simplement, je pense qu'il y a un double ou un triple paradoxe sur la question de qu'est-ce qu'on construit, à quel rythme on construit. On est dans une trajectoire ZAN, alors on n'est pas à la neutralité en 2050, mais on est dans une trajectoire de réduction de 20% par décennie. C'est ce qu'a préconisé le SDRIF, c'est quand même important. Évidemment, dans ce contexte-là, c'est maintenant qu'il faudrait produire, puisqu'effectivement, on va vers une trajectoire du zéro. Et aujourd'hui, on a une double crise, hein, qui est la crise de la demande, que ça a été indiqué tout à l'heure, et aussi cette crise démocratique, qui est une réalité que rencontrent les maires. Tout ça, je veux inculper personne. Je pense que tout le monde, à son échelle, essaye de répondre aux difficultés qui sont les siennes. Mais effectivement, on a en Île-de-France une vraie réalité qui est que les Franciliens ne veulent plus de densification. Peut-être aussi, d'ailleurs, c'est le reflet d'une région de France qui n'a pas été si mauvaise que ça. On est une région qui n'est pas si mauvaise en matière de consommation de terre. Voilà. Donc, premier paradoxe, il faudrait construire maintenant et on est en panne. Deuxième paradoxe, qui me semble assez fondamental sur les sujets que je porte au monde de la ORIF, c'est la question de qu'est-ce qu'on produit. Effectivement, si on regarde la décennie passée, ce qu'a produit le SDRIF, on observe deux choses. Un, c'est que les 70 000 logements, globalement, on est capable de les atteindre. On les a atteints sur plusieurs années. Mais j'aurais tendance à penser qu'on n'a pas produit ce qu'il fallait produire. À la fois parce que
en termes d'efficacité politique et de changement de culture qui est la nôtre. C'est-à-dire que dans cette culture du zéro, on est dans un postulat selon lequel le foncier est une ressource. C'est une ressource rare et la consommation de ces ressources doit se faire globalement et philosophiquement au bénéfice des besoins humains les plus fondamentaux. C'est le principe même de la gestion des raretés des ressources. Donc la question du logement, évidemment, c'est un des premiers besoins humains fondamentaux. Mais si on regarde un peu plus près sur les besoins humains les plus fondamentaux, évidemment, la question du logement plus abordable est essentielle, puisque je rappelle qu'en Ile-de-France, on a 1,4 million de mal logés, 800 000 demandeurs de logements sociaux en attente, et une demande du logement social qui ne fait que croître, et une production de logement social qui ne fait que baisser. Donc, on n'a pas produit ce qu'il fallait sur la période passée. On a réussi une seule année du précédent SDRIF et SRHH à atteindre les objectifs prescrits par ces schémas, qui est de 32 000 à 37 000 logements. C'est 2016. Et depuis, la production de logement social dévisse. Et pourquoi? Un nombre de SDF qui a doublé sur un des de la C'est épouvantable. C'est comme révélateur et incompréhensible. C'est épouvantable. On est dans la région capitale, on est des métropoles les plus puissantes d'Europe, les plus riches, et on a effectivement des situations de mal-logement qui ne s'accentuent. Et pourquoi je dis qu'on n'a pas produit ce qu'il fallait? À la fois parce qu'effectivement, on n'a pas atteint ces 32 000 à 37 000 logements qui sont une évidence quand on voit les nécessités et la réalité sociale. Et on n'a aussi pas produit durable. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Institut Paris Région a mis en évidence des chiffres que je trouve extrêmement éclairants sur l'ineffectivité de cette action publique, puisque sur les 54 000 logements nouveaux en stock qui ont été développés dans le cadre des précédents SRIF, 17 000 sont partis en fumée. Ces 17 000 logements, c'est des logements qui sont partis en résidence secondaire ou en Airbnb. C'est totalement inefficace. C'est totalement inefficace par rapport à l'argent public qui investit pour porter des opérations d'aménagement. Et dans un contexte de gestion des raretés, c'est absolument indécent de constater ces chiffres. Et alors, si je suis un peu corporatiste sur le secteur que je représente, évidemment, dans un contexte de gestion des raretés, il faut produire le plus abordable parce que c'est le besoin humain le plus fondamental. Et on n'est pas bon. On n'est pas bon, y compris dans les politiques publiques, puisque, alors la RUF avait fait un travail il y a quelques années qui montrait que la part de logements sociaux en maîtrise d'ouvrage direct est considérablement plus basse dans les opérations d'aménagement public qu'en diffus. On est à 20% de maîtrise d'ouvrage direct dans les opérations d'aménagement et à 50% en diffus. Ça prouve bien que la question de la priorité à accorder au logement social n'est pas là. Voilà, la réponse. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir. On va organiser les choses comme suite. On va prendre 20 minutes, donc j'ai dépassé de 10 minutes, j'espère que je ne vais pas me faire taper dessus. Et donc, ça veut dire 3 minutes par personne après que Brice nous ait fait un peu une première synthèse de ce que tu as entendu. Et puis après, on fera 3 minutes chacun, si vous voulez bien, pour des propositions articulées en trois grands chapitres. Mais peut-être que tu résumeras, Brice, qui sera l'accompagnement des maires et avec des PLU capables. Je sais qu'à la FPI, vous y travaillez. Avec les obstacles au recyclage urbain et puis avec un meilleur traitement de la vacance qui a été évoqué. Brice, ta synthèse à ce stade. C'est un peu compliqué la synthèse dans le jeu. Plutôt essayer de prendre un regard un peu succinct autour de tout ça, parce qu'on a finalement assez peu parlé de planification environnementale. Et aujourd'hui, je pense qu'une des problématiques, et on ne peut pas faire l'abstraction de regarder ces questions-là, de parler de la stratégie nationale bas carbone, de regarder les accords de Paris, de regarder les accords du GIEC. Parce que ce qui surprend tout le monde avec les réglementations qui semblent inadaptées, contre-productives, elles proviennent tout simplement d'engagements politiques à l'échelle nationale et même européenne et même mondiale sur une trajectoire désormais planifiée dont on n'a pas le droit de dévier. Et sans le dire, parce que je sais que c'est un peu un gros mot, j'ai un peu le sentiment qu'on est revenu à une ère de planification. C'était plein quinquennal, en fait, je peux traiter de soviétique à chaque fois. Mais on est revenu finalement avec des objectifs qui sont chiffrés, avec des échéances temporelles, et on a fait l'erreur de ne pas y intégrer une planification économique. Donc, on parle de carbone, on parle d'énergie, mais on ne parle pas d'économie. Si on se met à parler d'économie dans ce enjeu de planification, on s'aperçoit, il suffit de faire quelques calculs sur un point de table, que l'opportunité de PIB, pour revenir à ce que disait Pierre, elle est absolument inouïe si on s'applique à respecter les accords internationaux. Donc, ça veut dire qu'avoir une approche environnementale ne veut pas dire faire chuter le PIB. En fait, au contraire, même.
Simplement, on a besoin, comme le disait Pierre ou M. Principial avec le CIVI, de réinventer un modèle de fonctionnement qui soit adapté au XXIe siècle, qui permette de fabriquer des nouveaux métiers de la finance et de la promotion, qui permettent de transformer plutôt qu'à tout craint construire. Alors, en quoi ça m'intéresse quand un Gary Ledov dit qu'on arrive à tenir le rythme et on construit pas exactement ce qu'il faut et au bon endroit, il s'avère que, pour reprendre le sujet de la transformation et le recyclage, c'est quand même un petit peu l'objet de ce groupe de travail, que les ressources en tertiaire en activité correspondent à des zones qui auraient bien besoin de logement social. C'est pas tout à fait un hasard, en fait, ça se comprend assez bien. Mais il y a donc là peut-être une réflexion de fond, et peut-être que justement la gratification des maires bâtisseurs pourrait, pourrait être un moyen en fait de débloquer ce verrou presque politique hein, sur la création de logements, qui réglerait une partie du mal logement en France. Il y a un chiffre moi, qui m'a toujours énormément choqué, qui est dit de 20% de la population de France qui vit en état de suroccupation de logement. Il y a un chiffre absolument terrorisant, puisqu'on parle quand même de 2,5 millions de personnes qui vivent en suroccupation. C'est absolument gigantesque. Voilà. Voilà, en quelques mots, ça va être de remettre ça un peu dans un angle un peu supra, une vision un petit peu supra sur la question de la planification. En fait, c'est en tout cas dans cette OGC que j'aimerais bien conduire en fait les prochains groupes de travail pour pouvoir intégrer tous vos objectifs qui me semblent assez pertinents. Merci infiniment. C'est donc un jeu de 3 minutes chacun. On va commencer par vous, monsieur le principal, pour essayer vous avez été très, très intéressant sur les constats. Comment on en sort? Est-ce que vous avez, j'imagine pas le contraire, des idées pour en sortir? Oui, tout à fait. Alors, la planification, c'est évident. Moi, je suis pas jugé sur la planification, au contraire. Il faut juste qu'elle soit cohérente. Je ne dis pas à 200 000 logements du jour au lendemain, en un an et demi, hop, on sort de ça, on manque de logements en Ile-de-France. Voilà. Et à un moment donné, il y a une cohérence dans la planification qui nécessite une consultation des acteurs et des professionnels pour arriver à mettre en cohérence. D'ailleurs, sans vouloir en faire un débat, qui a été auditionné par l'Assemblée nationale la semaine dernière, et je vous avoue d'utiliser les mots du grand plan Marshall du logement sur la rénovation énergétique. Mais à un moment donné, les objectifs de 2050 et les objectifs qui ont été fixés par l'Europe, c'est pas le calendrier qui a été imposé par la loi climat et résilience. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Bon, on revient là-dessus. En réalité, il faut inciter plutôt que contraindre et punir. On a du logement vacant qui est à mobiliser. Et je pense qu'on peut le faire avec une incitation fiscale, parce que je pense que ça passe par la fiscalité, comme le fait qu'on n'a plus de dispositif d'aide à l'investissement locatif. Je veux dire, à un moment donné, on a un marché de l'immobilier qui s'est bien porté, on a fourni du logement parce qu'on avait des incitations et ça rapportait de l'argent de l'État. Et aujourd'hui, on a incitation fiscale, incitation sur la mobilisation des logements qui sont aussi éco-rénovés. Je veux dire, mobiliser des logements, c'est pas un problème. On peut flécher l'IFI aussi vers le financement de l'investissement dans du logement qui est performant et qui est éventuellement plus abordable. On a eu du CDI intermédiaire, on appelle CDI social. Je vais dire ça incité. Moi-même, perso, j'en ai fait un. Parce qu'on n'essaye pas de s'engager de l'argent, on essaie de constituer un patrimoine pour l'avenir. Il faut arrêter de superposer aussi sur une métropole comme l'Île-de-France, encadrement des loyers, permis de louer, augmentation de la taxe foncière. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire des propriétaires? Si on n'a pas de propriétaires et pas de logement, on les met où, les Français? Donc, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on soigne les maux en y mettant des interdictions complémentaires. Il faut embarquer tout le monde dans une incitation globale et arrêter d'opposer des populations. Tout à l'heure, on parle de effectivement une partie du logement qui part vers de la location saisonnière, type Airbnb, je n'ai pas peur de le dire. C'est normal, c'est normal. On fait une loi climat et résilience qui contraint le logement nul, le logement meublé, mais pas la location saisonnière. Bon, allons-y. On perd des clients dans le marché intermédiaire. Écoutez, monsieur le principal, je suis désolé, moi, je suis trop contrôlé dans du logement normal, je vais aller foutre ma Airbnb. Au revoir. Ok, super. Donc là, autant vous dire qu'il n'y a plus de permis de louer, il n'y a plus de rien, c'est la fête.
Et effectivement, comment on va embarquer aussi tout le monde? Il faut mettre les gens qui sont concernés par une rénovation, notamment, ou par un programme, au même niveau. Dans une copropriété, on va avoir des bailleurs qui sont stigmatisés parce que c'était ceux qui n'embarquaient pas l'entretien des immeubles. Aujourd'hui, on leur interdit de louer si les logements sont pas, les immeubles sont pas rénovés. Mais dans le même immeuble, on a des propriétaires occupants qui n'ont pas de contraintes. Donc, en réalité, on oppose des gens, on crée des problèmes et on n'arrive pas à embarquer toute l'économie. Donc, moi, ce que je souhaite, en réalité, c'est plus de pragmatisme. On fait des choses simplement sans y coller des exceptions à tire-larigot, parce que c'est super de faire des normes. Faisons des choses simples et appuyons-nous sur le corps métier qui nous permettent d'avancer. Pierre, en 3 minutes, je crois que vous voulez nous parler notamment des PLU capables ou d'autres idées sur lesquelles vous travaillez à la FPI. Oui, mais alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Brice, parce que effectivement, il faut qu'on réfléchisse dans un univers qui est la SNBC, quand on parle de logement aussi. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et alors nous, chez les promoteurs, l'artificialisation des sols, la RE 2020, etc., de toute façon, ça s'impose à nous. Donc, inévitablement, on la prend en considération. Aujourd'hui, on sort un PC, le PC, il est RE 2020, on ne peut pas faire autrement. Je passe toutes les difficultés qu'on a, mais on est obligé de le faire. Donc, en fait, on travaille avec les maîtres d'œuvre, on travaille avec les architectes, on travaille avec les bureaux d'études, on travaille, c'est difficile, mais bon, finalement, on y arrive. Bon, normalement, on y arrive. C'est difficile, mais on y arrive. Faut améliorer les choses, mais on y arrive. Et d'ailleurs, on fait une petite enquête actuellement sur nos adhérents. Là, pour l'instant, on a récolté de mémoire 56 projets, à peu près 1500 logements. Sur les 56 projets, sur l'artificialisation, 75% comportent des terrasses végétalisées. On parlait tout à l'heure des aménités ou des externalités positives, on va dire ça comme ça. C'est environ 420 mètres carrés de terrasses végétalisées par opération, en moyenne. Donc en fait, on a déjà intégré ça. Ça fait même plusieurs années, parce que nous, notre R&D, elle est factuelle, c'est-à-dire que c'est ce qu'on sort qui est notre R&D. On ne fait pas ça dans les labos. 91% des projets qu'on a pour l'instant analysés sur 56, donc attention, c'est pas représentatif, plantent des arbres, enfin, plus d'une trentaine en moyenne. Et d'ailleurs, et je ne parle pas de l'artificialisation des sols, lorsque l'on retire les AC de nos opérations, on a artificialisé 1000 mètres carrés sur 56 projets. Lorsqu'on retire les AC. Dès qu'on met les AC dans notre petit modèle de calcul, on est à 15 000 mètres carrés. C'est quasiment rien. Hein. Attention, c'est 75% des projets qui n'artificialisent pas, hein, 48% sont ZAN. Donc, en fait, voilà, en tout cas en zone dense. Pour ce que nous, on fait du logement collectif, la moitié de notre production se passe dans la métropole du Grand Paris, on est en renouvellement de la ville. Bah, inévitablement, si on se réfère au décret ZAN, eh ben, en fait, nous, on n'artificialise pas. Un mot sur le PLU, parce qu'il ne te reste plus de temps du tout. Là. Ouais, pardon. Je mets juste en avant le diagnostic de la révision, et je fais le lien, le diagnostic du PLU bioclimatique de Paris qui est en cours de révision. C'est dans ce diagnostic qui est écrit noir sur blanc que s'il y a eu renaturation ou désartificialisation au sein même de la ville de Paris, c'est parce qu'il y a eu des opérations de construction neuve. C'est écrit comme ça, peu ou prou. J'essaye de pas trop travestir, mais de mémoire, c'est écrit comme ça. Et en fait, ça me vient effectivement au sujet du PLU qui est pour nous le mal actuel. Déjà, le PLU il date de la loi SRU, hein, il a 20 ans, plus de 20 ans. Donc, à quel moment on utilise un document de planification qui est essentiel pour le maire, qui doit définir le projet d'aménagement global de sa ville, d'un document qui existe depuis 20 ans. Alors certes, il y a eu des décrets, il a été grenélisé, allurisé, tout ce qu'on veut liser, mais il n'empêche qu'il a 20 ans. Et les sujets du 21e siècle, pour reprendre un petit peu ce thème-là, et de la vie en ville, et des besoins des maires. Pourquoi à Montreuil, il y a la charte de l'arbre, la charte du bruit, la charte de promoteur, la charte de la démocratie locale, etc., etc. Mais parce qu'en fait, les maires sont perdus, alors qu'ils ont un document réglementaire où dedans, on pourrait mettre tout ça, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, donc même la participation et donc même l'acceptation des projets. Et ben on ne le fait pas. Alors on est perdu face à ces PLU, on ne sait plus à quoi ils servent et on ne les utilise plus et ils sont. On va y travailler dans des groupes de travail. Justement, vous avez un maire, Pierre, votre droite, M. Bénistic, des propositions, des idées par rapport au constat que vous avez vu même
formuler. Vous avez toute la matinée. On arrête tout, c'est à vous. C'est dit beaucoup de choses, effectivement, mais je vais déjà répondre. Non, vous avez 3 minutes, cher monsieur. Quand je vais déjà répondre sur le PLHH, je voudrais simplement dire que la métropole n'a pas de 49. Pour être terminé en disant, permettez-moi. Voilà. Simplement, la métropole, c'est justement un ensemble de maires, sensibilités différentes, même si on se rapproche aujourd'hui, puisque le SCOT, on l'a quasiment fait voter à l'unanimité, ce qui était quand même quelque chose de extrêmement difficile, mais on y a mis évidemment tous les ingrédients. Donc c'est très dur aujourd'hui, mais le PLHH, donc on finit là le document. Simplement, il y a un certain nombre de consultations qui sont faites. Il faut savoir que c'est Olivier Klein qui faisait des consultations pour la métropole du Grand Paris à l'égard de l'ensemble des maires. Maintenant, il est ministre du Logement. Il peut nous aider, effectivement, en essayant de simplifier un petit peu un certain nombre de procédures. C'est ce qu'on lui a proposé. Mais il y a un objectif de date, monsieur le maire, pour le BMHH, c'est bon. Alors, il n'y a pas véritablement d'objectif, mais enfin bon, je pense qu'on arrive là à peu près à la fin de l'écriture. Il y a encore quelques consultations qu'on va faire parce qu'on est obligé de dégager une majorité. Encore une fois, on n'a pas de 49.3. C'est vrai qu'on l'aurait appliqué, je pense, depuis longtemps, parce qu'on estimait qu'évidemment il était prêt aujourd'hui à être mis au vote. L'autre élément, on a parlé tout à l'heure de la problématique en disant c'est pas normal, il y a tant de demandeurs de logement, on n'arrive pas à les satisfaire. Je vais vous dire la réalité du terrain. On a, tout à l'heure, je l'ai entendu d'ailleurs, surlocation, en compte, c'est suroccupation de logements sociaux. Aujourd'hui, 27% des familles qui sont dans un logement social n'ont plus rien à y faire. C'est ça la réalité. Si vous prenez ces 27% qui n'ont plus rien à y faire, où on peut proposer des produits, donc notamment le BRS, etc., parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, toutes ces personnes qui sont maintenant retraitées, qui sont dans les 6 pièces seules, qui font de la sous-location, parce que les retraites sont trop faibles, etc., ça c'est la réalité du terrain. Donc on le dit à nos bailleurs, il y a par Habitat, notamment, où j'ai vu la directrice dernièrement, il faut faire quelque chose. Donc il faut proposer quelque chose. Donc quand on propose quelque chose, donc à 2 pièces, par exemple, un couple qui est seul, mais qui avait effectivement 5 ou 6 enfants, les enfants sont mariés, sont partis et autres, il ne faut pas lui proposer à 2 pièces au prix actuel. Il faut lui proposer à 2 pièces, évidemment, moins cher que le 5 ou 6 pièces qu'il paye. C'est ça les solutions qu'on apporte. Eh bien, je peux vous garantir que le problème aujourd'hui du logement social serait réglé par cela. J'ai fait plusieurs propositions également. Je pense que l'IEFA va les reprendre. Il y a un certain nombre de propositions que j'ai pu faire qui vont être prises, notamment si on propose notamment de créer des résidences seniors sociales, c'est-à-dire de mettre en fin de compte toutes ces populations seniors dans des résidences accompagnées, effectivement, donc on les sort de ces logements et on met tous les demandeurs de logement que nous avons, c'est le premier point. Deuxième point, sur les VRS que nous proposons, on dit à l'État, attention, nous, les communes, on a un contingent d'un logement sur 5. Un logement sur 5. C'est réservé donc à l'État, on dit à l'État, on récupère, même si c'est votre contingent préfectoral, on récupère le logement, puisqu'on fait la démarche, on les volontarise pour faire sortir cette famille qui n'a plus rien à faire dans le social. Donc, nous, on récupère le logement. Ah non, on ne peut pas. C'est le logement social. On va vous mettre un DALO, c'est-à-dire une famille où les maires vont porter à bout de bras ces familles, parce que le DALO, c'est un dispositif État, mais ce sont les maires qui portent évidemment à bout de bras ces familles, qui sont en très grande difficulté, effectivement. Mais on dit c'est le maire qui doit s'en occuper. Voilà, je Merci vous parlez, effectivement. Oui, nous, on crée, on avait une zone, si vous voulez, pour aller dans le concret, dans les problématiques que vous avez évoquées, notamment sur la diversité, etc. Nous, on avait un terrain, 11 hectares, c'était une ancienne décharge.
C'est-à-dire que toutes les entreprises de l'Est parisien venaient mettre leurs matériaux, amiantes, etc. Bon, à un moment donné, quand je suis arrivé maire, bon, j'ai mis la poussière sous le tapis, on a créé un maquis de golf, en se disant, bon, on verra ce qu'on fait après, mais il faut trouver les financements. Heureusement, on a trouvé les financements pour 11 hectares, 71 millions d'euros de dépollution. Aujourd'hui, on peut faire un pique-nique dessus, il n'y a aucun problème. 71 millions, effectivement. Donc, ça génère, c'est une entreprise nationale qui a eu le marché. 71 millions, elle n'est pas à plaindre, effectivement, parce que, évidemment, il a fallu envoyer ces terres, évidemment, dans des systèmes d'éolien, donc des polluants, qui sont très chers. Évidemment. Mais à partir de maintenant, on va pouvoir construire. On construit, c'est vrai, en hauteur, donc on dégage de l'espace. On crée donc un espace, un jardin métropolitain de verdure de 2,5 hectares en plein centre. On construit au-dessus et on a réglé, je pense, partie des choses. Je vous remercie déjà. Si vous n'avez pas le 49 fois, vous ne manquez pas d'idées, ça fait plaisir. Des maires, bien sûr. C'est pas moi. Mais les maires ne manquent pas d'idées. Et on oublie souvent de questionner les maires. Vous savez, il y a une loi les maires ne doivent plus être députés. On voit la réponse. Absolument. Et je dois vous interrompre parce que, comme vous le constatez, on respecte scrupuleusement la mixité, mais il faut qu'on respecte la mixité du temps de parole. Et donc là, on est en train de basculer. Mesdames, donc, vraiment, parce que sinon, là, je vais me faire taper dessus. Vous avez vraiment 3 minutes chacun, mais des vraies 3 minutes. Et ne tirez pas la ligne, ce n'est pas nécessaire. On vous écoute. Quelles sont vos idées? Alors moi, je crois que finalement, on est tous d'accord sur le fait que ce qu'il faut, c'est de la mixité. Voilà, à tous les étages, je dirais, dans tous les quartiers. Et que l'acceptabilité, la désirabilité demain, je crois qu'elle passe par là. Propriétaires privés, bailleurs sociaux, équipements publics, etc. Et qu'il faudrait nous donner les moyens de traduire vraiment dans les documents d'urbanisme, peut-être de manière plus facile, cette mixité-là. La deuxième chose que je vois, c'est de réguler peut-être un peu les partenariats avec les grands aménageurs publics, notamment demain sur la métropole du Grand Paris et autour du Grand Paris Express, parce que je pense que quand on a rappelé tout à l'heure les chiffres de la maîtrise d'ouvrage direct et les problématiques qui se posent, qui je pense pourraient quand même être régulées grâce à cela. Et puis la troisième chose que je vois et qui reflète un peu mes propos tout à l'heure, ce serait une mise en cohérence des normes pour soutenir réellement en fait ce souhait de transformation de bureaux, d'équipements, logements, de surélévation ou bien d'intervention sur le temps creux. Voilà. Absolument. Souvent promis, jamais réalisé le choc de simplification. Maître René, avant qu'on passe aussi la parole un peu à la salle, et puis à Anne-Catherine Ledeuf, je suis sûr que vous aurez des réactions aux propositions iconoclastes de Monsieur le ministre. Je partage déjà tout ce que dit la voisine, ça va me permettre d'aller plus vite, mais surtout, moi je suis une fervente défendresse du PLU, parce que je pense que c'est un outil extrêmement intéressant. Alors certes, il y a probablement un certain nombre de modifications et d'évolutions à faire, mais le PLU bioclimatique, je vous assure qu'il ne faut pas s'arrêter au pastilles parce que c'est une vision quand même complètement tronquée du dispositif et il y a des sujets extrêmement intéressants, notamment qui permettent de régler la question de la vacance et du carrière en partie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc le PLU est quelque chose qui est un outil très, très important et que les documents d'urbanisme doivent afficher des politiques publiques fortes, très fortes, et que la loi SRU, certes, elle a 20 ans, mais vous avez beaucoup de grandes lois qui ont 100 ans, 150 ans, voire un peu moins, et qui fonctionnent toujours parfaitement. Donc, pour moi, c'est pas la vieillesse qui fait que ça ne marche pas. Et donc, oui, il y a probablement des réinventions à faire dans le cadre d'un PLU, et notamment appréhender les règles au-delà de l'unité foncière et de manière plus souple, mais je pense que le PLU est un outil très intéressant pour traiter la question du logement. Merci infiniment. Anne-Catherine Ledeuf, donc je pense que vous avez quelques réactions à ces propositions. J'aurais 3 réactions, et je vais commencer par celle
qui viennent d'indiquer sur les mobilités depuis et dans le parc social, parce qu'effectivement, c'est une réalité d'Île-de-France, hein. On est plutôt moins bon que d'autres régions françaises sur les mobilités au sein du parc social, puisque seulement 2 tiers des nouvelles mises à l'habitation chaque année sont issues du parc existant et 1 tiers de la production de logements sociaux. Donc, quand une panne de la production, évidemment, la mobilité dans le parc existant, elle est importante. Alors, l'Île-de-France avait innové il y a quelques années en créant une bourse d'échange des logements qui s'appelle Échanger Habiter, alors qui est une petite pierre à l'édifice du problème, mais effectivement, il reste des freins et on ne peut pas les mettre de côté, notamment la question des loyers, hein, pour rendre ces mobilités plus incitatives pour les ménages, l'éclatement aussi des droits de réservation s'en est un. Et puis, effectivement, la capacité des bailleurs à travailler ensemble aussi, et ça, on prend notre responsabilité au niveau de la loi. Sur la question de la sortie du parc social, qui est un deuxième point que vous avez évoqué, évidemment, il faut développer le bon segment entre les conditions du marché libre et celle du parc social, avec des écarts de loyer, de budget des ménages qui sont considérables. Et oui, le bail net solidaire est un bon levier, à la fois parce que en termes de calage, on est sur des niveaux d'effort pour les ménages qui sont relativement performant et effectivement, c'est un très bon produit pour démarrer un parcours d'accession à la propriété, puisque ça permet de se constituer un capital. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait performant, mais effectivement, il faut être très attentif à pas se tromper dans le bon maillon entre le logement libre et le logement social, dans un contexte où en Île-de-France, on n'a pas besoin, si je puis dire, de soutenir le logement locatif intermédiaire, puisqu'il fonctionne très bien tout seul. J'ai un ratio que je cite souvent parce qu'il me semble assez démonstratif. En 2016, on avait un rapport de un logement social, un logement LLI pour 9 logements sociaux. On est passé en 2021 de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on produit seulement 3 logements sociaux pour un logement locatif intermédiaire, avec souvent des logements intermédiaires qui sont assez mal conçus en termes de niveau de loyer, puisque ce n'est pas le bon produit. Donc, petite vigilance sur le locatif intermédiaire, là aussi dans un contexte où le nouveau SDRIF fait la promotion de premièrement du logement abordable, j'aurais tendance à dire, au détriment du logement social, et on est assez attentif à ça. Sur la question des contingents que vous avez évoqué, effectivement, alors ça c'est un sujet de très forte actualité. Alors je ne vais pas être trop technique, mais dans un contexte de mise en œuvre de la gestion en flux des contingents. Ça, je pense qu'on est deux dans la salle à comprendre de quoi je parle. Mais évidemment, ça met sur le devant de la scène la vraie difficulté qu'ont les élus locaux à maîtriser et aussi à convaincre leurs administrés sur la valeur ajoutée du logement social. Donc ça, c'est un peu un combat de la ORIF sur lequel on n'est pas trop entendu, de permettre aux élus locaux d'avoir la délégation des attributions pour un tour dans le développement des logements sociaux, puisque c'est une bonne manière de démontrer aux administrés que c'est un service public comme un autre, et d'éviter les oppositions telles qu'on peut les voir aujourd'hui, puisqu'il y a une valeur ajoutée HLM qui cette maîtrise, effectivement, puisque c'est encore une fois une forme de service public. Aujourd'hui, on n'a personne qui s'oppose à la construction d'une crèche. C'est pour autant finalement un système de fonctionnement assez proche de celui du logement social. Peut-être 2 derniers points, au-delà de ce qui est indiqué tout à l'heure. Comme ça a été indiqué, je pense que les rapports sont très nombreux sur la question de la production de logements, de la fiscalité du foncier, etc. L'enjeu maintenant, c'est de les mettre en œuvre, peut-être en ayant conscience de la particularité de l'Île-de-France, par rapport à, je ne reviendrai pas ce que je disais tout à l'heure sur l'éclatement de sa gouvernance et ses difficultés. À la ORIF, on porte la volonté de travailler sur le droit à l'expérimentation territoriale, qui est la possibilité sur un sujet donné de pouvoir expérimenter pour 5 ans, soumis à un avis du Parlement en termes de résultats, des dispositifs opérationnels très concrets sur lesquels on voit qu'on est à la peine et qui permettraient d'essayer pour un tour, si je puis dire, pour 5 ans, de voir ce que ça peut produire. Et dans la situation particulière de l'Île-de-France, avec la grande panne que j'ai évoquée tout à l'heure, en tout cas, c'est un axe que porte la ORIF sur lequel on aimerait travailler avec les élus locaux. Donc, je le propose à l'Assemblée. Et puis, dernier point sur la trajectoire climatique de l'Île-de-France, c'était le point que vous évoquiez tout à l'heure. Je voudrais dire que les bailleurs sociaux sont les starting blocks. Ils ont une très forte expérience des acquisitions amélioration. Alors, par rapport aux passoires thermiques qui ont été évoquées tout à l'heure, évidemment, c'est aussi une bombe à retardement. Ça ne viendra que renforcer ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur les 17 000 logements qui disparaissent chaque année. Les bailleurs sociaux ont un énorme savoir-faire en matière d'acquisition-amélioration, et c'est évidemment beaucoup plus efficace de dialoguer avec des bailleurs sociaux de maître d'ouvrage qu'avec la myriade de propriétaires d'une copropriété. Donc là, il y a vraiment un partenariat à établir avec les bailleurs sociaux sur des modèles à inventer, notamment autour du bail solidaire, qui est un sujet que je connais personnellement très bien. On engage une réflexion avec les services de l'État sur la mobilisation du BRS dans les immeubles anciens pour pouvoir porter les travaux sur la très longue durée.
Voilà, donc ça pour dire que les bailleurs sociaux sont très mobilisés, très sachants de ces questions-là. Et c'est aussi un levier très important de notre trajectoire ZAN, je vais terminer par ce chiffre. Les bailleurs sociaux détiennent 13% du foncier déjà urbanisé, c'est 35 000 hectares sur lesquels on peut agir, c'est considérable à l'échelle du ZAN. Très bien. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir.